On a vu avec ChatGPT et l'IA générative qu'on rentrait dans un nouveau monde très excitant. C'est peut-être une révolution aussi importante que l'arrivée d'Internet sur nos smartphones. On voit vraiment qu'on est en train de changer de génération du numérique. Mais est-ce que c'est un coup dur pour les offres de cloud européennes, puisqu'on a plutôt en avant sur ces technologies aujourd'hui des acteurs américains? Sur quoi les Européens pourraient faire la différence dans ce nouveau monde? Pour en parler, Philippe Charpentier, directeur Solutions Engineering de NetApp France. NetApp, spécialiste du stockage des données dans le cloud. C'est une entreprise américaine, vous êtes en Silicon Valley, mais vous avez aussi une filiale française qui a été ouverte en 1996, quand même un sacré historique. Et vous me dites qu'elle fournit des infrastructures de données de 90% des entreprises du CAC 40. Oui, on est présent partout dans le monde et effectivement on a une forte présence en France. On a à peu près 200 personnes sur la filiale française et l'IA est un sujet qui est extrêmement important pour nous dès lors que ça génère beaucoup de données. Et j'imagine que ça fait briller les yeux aux clients justement du CAC 40. Vous parlez de ChatGPT directement. Oui. De manière générale, l'IA existe depuis les années 50, donc ça fait longtemps, mais il y a une accélération effectivement depuis quelques mois, quelques années, notamment liée aux énormes capacités de calcul qui sont maintenant disponibles et énormes capacités. Ça a remis le sujet sur le devant de la scène. On a vu très concrètement aussi à quoi ça pouvait servir. Avec vous pour ce débat, Christophe Le Sur, vous êtes co-directeur général de Cloud Temple, acteur français. Tout à fait. Donc de cloud souverain, entreprise spécialisée dans le développement, la transformation, l'hébergement et l'infogérance. C'est une spin-off au départ de la société de cybersécurité Intrinsèque, que certains connaissent sans doute. Et là, vous avez rejoint la plateforme qui rassemble en fait les solutions numériques de France, Solane, dans la catégorie hébergement et stockage. Et puis, restez avec nous en plateau aussi pour ce débat, Alexandre Zapolski, vous êtes le président de l'Inagora et vous défendez une troisième voie numérique souveraine. Donc, vous allez pouvoir... Y compris dans le domaine de l'IA. Et y compris évidemment dans tous les domaines, bien sûr, Alexandre. Donc, vous allez pouvoir participer à cette discussion. Mais je voulais vous lancer là-dessus. Est-ce que l'Europe, qui est en train de bâtir ses arguments de souveraineté dans le cloud, finalement en ayant trouvé une façon peut-être de s'imposer auprès des gros clients comme le CAC 40, est-ce que là, tout n'est pas en train de s'écrouler avec l'arrivée, la grosse démonstration de force de Microsoft qui nous dit dans Azure, maintenant, vous avez un ChatGPT. ChatGPT a cet avantage, c'est qu'il permet en fait à tout le monde, vous, moi, mes parents, mes enfants, de commencer à comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement d'avoir des logiciels, des algorithmes en fait qui simulent l'intelligence humaine. Ouais. Et j'ai envie de dire que l'apport principal de cet outil, c'est de montrer quels sont les bénéfices, que tout à chacun peut le tester et jouer avec et avoir des réponses qui sont quand même assez étonnantes. Et puis aussi à la puissance publique, aux entreprises, de se poser un certain nombre de questions sur la propriété intellectuelle, par exemple, la souveraineté aussi, et de commencer en fait à se poser la question de quel va être le monde de demain avec cet outillage. Et évidemment, en fait, ChatGPT a une propriété relativement agréable, c'est qu'il génère de la donnée. Et donc, les différents acteurs des infrastructures cloud, dont NetApp, Cloud Temple, Inagora, nous devons produire des infrastructures et du logiciel pour permettre aux entreprises, dans leur transformation numérique, de bénéficier de ces outils. Donc, c'est un beau momentum, mais là, la je question, pense. c'est un super momentum, je suis d'accord, mais est-ce qu'on ne se prend pas un coup de retard d'un seul coup ? Moi, je pense qu'au contraire, c'est une super opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un développement massif de technologies autour de l'IA. On parle de ChatGPT, mais il y a énormément de cas d'application. Et donc, les Français sont assez connus pour être des bons ingénieurs. Et c'est une opportunité, notamment pour les sociétés françaises, de développer des nouveaux services, développer des nouvelles applications et de surfer sur cette vague qui est... Alors d'ailleurs, NetApp, là, vous publiez aujourd'hui même, c'est bien parce que comme ça, vous nous le donnez en exclusivité dans SmartTech, les résultats d'une étude mondiale sur le cloud. Et l'IA figure en tête des centres d'intérêt, je dirais. Oui, alors effectivement, nous on s'intéresse grandement aux projets que mènent nos clients. Et cette année, on sait qu'il y a quasiment 37% des sociétés qui vont avoir des projets IA ou associés à l'IA. Oui. Et donc forcément, c'est un thème sur lequel on est très, très impliqué. Oui. Aux États-Unis, près d'un dirigeant technique sur deux déclare que la moitié ou plus de ces déploiements cloud seront pris en charge par des applications basées sur l'IA au cours de l'année prochaine.
Mais vous savez, l'IA, encore une fois, juste, vous allez dans Google, vous mettez une recherche, il va commencer à renseigner directement les mots-clés de votre recherche. L'IA, on en fait déjà tous les jours sans le savoir. Donc là, c'est juste l'accélération qui permet justement d'offrir des nouvelles perspectives. Mais votre question, elle est bonne, Delphine. Il faut voir la façon, par exemple, dont Notion a implémenté un moteur équivalent à ChatGPT à l'intérieur de Notion. Ouais. C'est bluffant. Et c'est en train d'accélérer la productivité en entreprise. On sait que Microsoft est en train de faire exactement la même chose et d'intégrer l'IA partout en fait, dans ses outils. Et on va voir un 365, qui est leur plateforme collaborative, encore plus puissante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et là, vous avez raison, c'est que on est en train à nouveau, je crois, de prendre un retard en France et en Europe. Parce qu'on n'a pas su investir quand il fallait. Moi, j'ai présenté, par exemple, un grand programme de recherche dans le cadre de France 2030, et on m'a dit, Alexandre, c'est trop ambitieux. Et il y avait une grande partie, en fait, d'IA, puisque nous, on fait avec l'INTO, vous savez, vous vous rappelez peut-être, on a en fait des outils dans le domaine en fait du traitement du langage, et on traite en fait ces grands modèles de données. On est un des leaders dans la recherche open source sur ces sujets-là. Et on nous a dit, voilà, c'est trop ambitieux, c'est juste dingo. C'était il y a un an et demi de ça. Et aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Néanmoins, comme toujours dans le numérique, c'est jamais trop tard. Parce que le numérique, il n'y a pas d'innovation de rupture. C'est que de l'innovation incrémentale. Et donc, il n'est jamais trop tard pour essayer de bien faire. Donc, moi, je fais un plaidoyer sur votre plateau, si vous me le permettez. Il faut que le CNRS, que l'INRIA, que France 2030 se mettent ensemble et portent un grand programme dans le domaine en fait, de l'intelligence artificielle pour faire le chat GPT open source qui va bien, pour faire le Hugging Face. C'est juste on avait eu l'intention politique très claire avec le rapport Villani, qui était quand même très précurseur sur ces questions d'intelligence artificielle. On débarque pas comme ça, on découvre pas d'un seul coup du jour au lendemain l'IA en France. Ben non, mais Cédric, il avait eu du pouvoir politique à une époque. Puis il l'a beaucoup perdu, il faut le reconnaître, avec cette tentative de devenir maire de Paris, etc. Et donc, résultat des courses, ça n'a pas été suivi des faits comme ça aurait dû être suivi des faits. Vous avez raison. Et donc, on a pris un quinquennat, pas pour rien, parce qu'il s'est passé quand même des choses intéressantes. Mais on n'a pas accéléré comme il aurait fallu qu'on accélère. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a France 2030. Le président de la République, il y a 15 jours, a réuni en fait, les acteurs de la French Tech, a redonné des ambitions extrêmement fortes. Alors, c'est la French Tech telle qu'on la connaît, les mano-mano, Blablacar, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais à côté de ça, il faut surtout investir dans les acteurs de l'infratech. Parce que là, on parle du logiciel aussi. Hein. Et oui. Ouais, mais pour aller dans le sens de ce que dit Alexandre, les briques logicielles qui permettent à ChatGPT de fonctionner sont des briques open source. Transformer, qui est le moteur, in fine, qui a permis à OpenAI de faire ChatGPT, qui est un produit Google open source, il est disponible. Donc, je me joins en fait à l'appel d'Alexandre. Il est possible en fait en Europe d'allier nos forces pour utiliser ces briques open source et les assembler ensemble dans le cadre en fait d'infrastructures qui peuvent être de souveraineté européenne, de manière à pouvoir en fait proposer pour un certain nombre Comment ça pourrait s'orchestrer très concrètement? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà quand même énormément de sociétés en France qui ont investi sur l'IA. On a plus d'une centaine de startups qui sont exclusivement sur l'IA et je pense que ça va grossir de manière exponentielle. Pour donner un petit exemple, il y a un an et demi, une étape qui grossit aussi par croissance externe, a acheté une société qui s'appelle Data Mechanics. C'est une petite société française d'une dizaine de personnes spécialisées dans un truc très spécifique qui est le workload Spark. Mais bon, c'est clairement lié à de l'IA. Oui. Et donc, c'est l'open source. Et donc, moi, je suis beaucoup plus optimiste sur notre capacité, justement, à avancer et à développer des structures. Et je pense qu'aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement pour, justement, pousser des nouvelles pousses, des nouvelles sociétés à croître autour de l'IA, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Non, mais ça, il y a un vrai savoir-faire français dans la matière, c'est une réalité. Mais le vrai sujet, ce sont des ingénieurs français. Eh bien oui, c'est ça. Le gros de l'IA, c'est des ingénieurs français. Mais ils terminent chez Claude Temple, chez Mais non, ils terminent dans les boîtes américaines. Voilà. Mais, alors non, en fait, il faut dire que pour vos auditeurs, il y a quelque chose qui va intéresser tout le monde, c'est que on a enfin réussi à convaincre le gouvernement de mettre en place un comité stratégique de filière numérique de confiance. C'est-à-dire qu'on va enfin regrouper les acteurs français du code, des algorithmes, qu'avec ChatGPT, il y a un nouvel invité dans la conversation là, parce que c'est tout nouveau quand même, cette
organisation autour de Michel Paulin, cette réflexion pour Oui, structurer la filière numérique. Ben oui, c'est tout nouveau. Il a fallu 7 ans d'efforts pour convaincre que c'était nécessaire. Cloud Temple en fait partie. Alors vous avez raison, vous avez cité Michel Paulin qui est le préfigurateur en fait de ce CSF. Mais il faut quand même se dire les choses. C'était juste dingo. Il y avait 23 comités de filières stratégiques, dont la filière du bois, qui est certainement une filière très importante pour la France. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais il n'y avait pas de filière dédiée à l'industrie du numérique. Bon, alors le gouvernement est en train de rattraper ça, on est en train de faire effectivement de construire en fait ce CSF. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que ça va permettre ensuite un dialogue au long cours entre l'écosystème, les acteurs de cette industrie numérique et le gouvernement. Et ça va, moi j'en suis persuadé. J'ai cité Michel Paulin, pas juste pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il est aujourd'hui aux manettes d'OVH Cloud. Donc ce sujet de l'IA générative au sein des services cloud, pour lui, c'est hyper stratégique. C'est un nouvel invité quand même dans la discussion. Le futur de cloud, en fait, vous l'avez parfaitement cerné, c'est le futur des services qui sont associés. Ouais. Aujourd'hui, en Europe, on est trop axé en fait sur la fourniture de calcul et de stockage. Tout l'enjeu des prochaines années, et c'est en particulier l'enjeu pour OVH, mais aussi pour Cloud Temple, c'est de produire des services très facilement consommables par les entreprises et sur lesquels s'appuieront notamment tous les logiciels qui permettent de générer les futurs chats GPT européens. Ouais. Et c'est l'enjeu des 18-24 mois qui viennent, en fait, c'est d'avoir en fait un écosystème, des financements, une assistance de la puissance publique qui permet justement de travailler sur le cœur du sujet, c'est fournir des services de haut niveau au niveau des clouds européens. Mais on a besoin de quoi ? On a besoin, parce qu'on a besoin quand même de puissance de calcul pour faire tourner ces modèles de langage aussi. Oui, ben nous, on a fait la proposition, par exemple, pour la filière de la Goodtech, de se doter d'un cluster de GPU, parce que facilement disponible pour l'ensemble des acteurs. Et par exemple, là-dessus, on a buté à convaincre la BPI d'investir, parce qu'en fait, donc ça veut dire qu'en amont de ça, on a besoin encore de convaincre, d'expliquer. C'est pas encore naturel. Tout ça prend du temps. Je pense que la filière hydrogène, ils ont mis 20 ans pour convaincre que l'hydrogène serait un jour important. Nous, sur l'IA, ça fait quelques... Alors, je crois, hier soir, On n'a pas le temps parce que ça va très très vite. Ouais, mais Jean-Noël Barrot a annoncé hier soir qu'il y allait avoir un grand plan IA annoncé là très prochainement. Donc ça, je n'ai pas les dessous des cartes, mais je pense que ça bouge très très vite. Antoine Petit, le président du CNRS, est absolument convaincu qu'il faut faire bouger le CNRS sur ce sujet-là aussi. Donc je pense que là, il y a vraiment ça s'accélère. Le fait que ChatGPT soit sur le 20h, ça fait bouger Philippe, tout le monde. si je reviens à votre étude, je lis aussi, la France est avec le Japon le pays qui croit le plus au développement d'applications IA dans le cloud. Oui, et c'est un constat... Si on y croit, on va y arriver. Oui, et c'est un constat... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'avez cerné aussi, la partie, quand on veut faire de l'IA, on consomme énormément de capacité de calcul, on consomme énormément de capacité de stockage, et ça, encore une fois, c'est un catalyseur pour l'utilisation des cloud providers. C'est-à-dire que quand on veut faire un investissement sur des plateformes qui peuvent faire de l'IA, c'est tout de suite un investissement significatif qui demande de bloquer des assets, alors que justement, les cloud providers sont là pour fournir de manière intéressante financièrement à la demande des assets qui sont mutualisés entre différentes plateformes, différents clients. Et donc, c'est encore une fois une opportunité pour ces cloud providers de fournir des services liés à l'IA et donc d'exploiter finalement la manne qui s'offre à nous. Et si on réfléchit à ne pas forcément se battre avec les mêmes armes que ceux qui ont déjà pris quand même pas mal d'avance sur ce sujet, qu'est-ce qu'on peut apporter demain, nous, acteurs européens, dans le domaine du cloud, dans le domaine des services, qui nous différencie ? Comment est-ce qu'on peut se positionner je pense prendre des places sans forcément aller les battre sur le même terrain. Ce qui va nous différencier, c'est cette idée de troisième voie numérique, de faire un numérique différent et une IA différente, c'est-à-dire une IA éthique qui respecte by design l'ensemble de la diversité des idées, de la population. On sait très bien qu'il y a des biais, ça a été démontré dans ChatGPT, de la façon problème des biais est éminent. Dont l'IA est entraînée. Et donc, le fait qu'on ait des acteurs qui Même sans parler de biais, c'est vrai qu'il y a en tout cas une puissance culturelle du coup américaine face à laquelle on doit forcément... Pour que l'IA soit performante, vous devez l'entraîner. Ouais. Pour l'entraîner, en fait, vous choisissez les sujets et choisissant les sujets, vous lui mettez les garde-fous. Qui décide des sujets ? Qui décide des garde-fous ? À cet instant, force est de constater que ce sont des sociétés de la Silicon Valley qui
ont cette responsabilité, qui l'ont pris. Il y a un réel sujet culturel, informationnel, étatique aussi. Mais là, on reste quand même sur le même terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on dit, nous, on va refaire des modèles, mais un peu différents, plus éthiques, plus ouverts culturellement. Mais c'est le même terrain de jeu. Oui, mais c'est pas mal. Et de toute façon, on est... Non, mais c'est pas facile. C'est bien d'avoir une diversité culturelle. C'est bien, mais c'est pas facile. Et puis qu'on parle en français et pas forcément anglais sur l'ensemble des chaînes d'information. Non, mais ce combat pour le français, la francophonie, ce débat en fait pour l'ouverture culturelle, c'est pas un petit débat. Ce qui est terrible, c'est qu'OpenAI, donc l'acteur qui est derrière ChatGPT, à l'origine, c'était en fait un projet open source et qui a forqué pour devenir en fait une entreprise commerciale. La vraie difficulté, c'est qu'on tous ces modèles-là, Hugging Face, à l'origine, c'est une plateforme open source et maintenant leur grand allié, c'est Amazon. Et parce que en fait, le numérique américain est un numérique nécessairement commercial, nécessairement capitalistique. Et moi, je pense qu'il est temps de développer en fait un numérique alternatif. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent les clients de Cloud Temple quand ils viennent vous voir? À cet instant, tous nos clients sont dans des programmes de transformation numérique plus ou moins avancés. La transformation numérique, c'est efficience opérationnelle, c'est efficience énergétique depuis 2022, et puis c'est efficience financière aussi. C'est malheureusement le nerf de la guerre. Donc il y a des premières préoccupations qu'on peut adresser déjà. On n'est pas tout de suite dans le fantasme de services dopés à l'IA générative. Là, à cet instant, en fait, il y a le momentum ChatGPT et la découverte par les autorités, par le public de ce à quoi ressemblera l'intelligence artificielle demain. Les entreprises, elles sont un petit peu plus calmes, on va dire, dans cet aspect-là. Elles ont des programmes de transformation. Tout cela prend en fait des mois, voire quelques années. Et donc, elles réfléchissent, comme tu le disais, à intégrer en fait dans ces programmes de transformation de l'IA générative. Donc, en fait, pour aller dans le sens, ça laisse un peu on a du temps. Oui, c'est ça. On a du temps. On n'a pas 10 ans, mais tout de suite. Mais il faut y bosser maintenant. Voilà. Et le nerf de la guerre pour la filière et pour nous, c'est une prise de conscience des pouvoirs publics et au niveau français, au niveau européen. Ça, je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Et c'est de l'argent. C'est que, en fait, les entreprises, dans leur programme de transformation numérique, puissent avoir accès à des programmes de financement, à de la mise à disposition. Pourquoi, en fait, la Silicon Valley... Il y en a des programmes de financement quand même en France, en Europe. Leur accessibilité pour l'entreprise lambda qui doit travailler tous les jours, en fait, elle est diverse en fonction des domaines d'activité. Donc les États-Unis ont cette facilité à pouvoir, à coût de dizaines de millions d'euros, débloquer et donc accélérer. Je pense que l'Europe a quelque chose à jouer sur ce sujet. Alors, en France, on est quand même bien placé parce que tout ce qui est mécanisme de financement pour tout ce qui est recherche et développement est extrêmement favorable. J'ai l'impression, parce que même les Américains viennent les chercher ici. Oui, c'est un paradis fiscal. Faire de la recherche et développement, c'est bien. Le passer en production dans l'usine à Gaudreville-la-Rivière, c'est autre chose. Ouais. Mais du coup, encore une fois, je pense que c'est une opportunité parce que si on regarde ce qui permet cette utilisation de l'IA, c'est la génération de données. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mécanismes et de systèmes qui génèrent de la donnée. Alors, on parle de edge computing souvent, c'est-à-dire que de plus en plus près dans les usines, dans les équipements qu'on a, on se retrouve à générer de la donnée. Et cette donnée, c'est tout simplement des opportunités pour l'exploiter et en sortir des services. Alors, les services, ça nous les a inventés. On connaît évidemment tout ce qui existe dans tout ce qui est healthcare, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est détection de fraude, par exemple. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui existent, mais je pense que c'est à nous de les inventer et l'opportunité, elle est vraiment là. Voilà. Oui, c'est-à-dire que si plus finalement vous avez de clients qui vous font confiance, plus vous collectez des données qui nourrissent vos modèles et permettent de créer ces nouveaux services. Le client lui-même a des données et en fait, l'intelligence artificielle lui permet d'utiliser ces données d'une façon dont il n'avait pas imaginé, en mettant à disposition pour ses propres clients des nouveaux services, comme tu l'indiques, ou des nouvelles offres, et donc en fait permettre la croissance de nos clients. Et c'est là où il y a un enjeu encore particulier d'avoir en fait une offre française européenne sur le sujet. Pourquoi ? Parce que les grands utilisateurs, les grands clients qui veulent tirer parti de l'IA, aujourd'hui ils confient en fait leurs datasets à des technologies qui sont des technologies américaines. Toujours celui qu'on cite, c'est le Health Data Hub avec Microsoft. Et donc, dans le fond, on permet en fait à ces acteurs américains d'améliorer leur modèle, d'améliorer donc du coup
par là même leur offre pour les autres clients potentiels. Et donc, on est dans un cercle, alors vertueux pour eux, mais sur l'enjeu de la souveraineté numérique. C'est hautement stratégique aujourd'hui. Un cercle vicieux. Et donc, savoir à qui on confie ces données, ça c'est certain. Non, mais, en fait, on parle toujours de la data, mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'IA, c'est l'usine à data. Et donc, la réalité, c'est que c'est bien d'avoir de la data fabriquée made in France. C'est encore mieux d'avoir des usines qui produisent, en fait, cette data made in France. Et donc, c'est pour ça que c'est l'enjeu de l'infratech, c'est un enjeu essentiel. J'avais une dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce Tech Talk. C'était comment est-ce que les opérateurs de cloud européens doivent s'adapter à cette nouvelle donne ? Moi, je disais, côté matériel, il nous faut aujourd'hui des puissances de calcul. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Des filières de formation, on en a, mais il faut les multiplier parce qu'en fait, on n'a pas assez en fait d'ingénieurs disponibles sur le marché. Bon, par ailleurs, il y a une vraie concurrence mondiale. Donc les compétences. Et donc elles partent en partie à l'international. C'est une vraie complexité. Les clients, des gros clients. Oui, la confiance des grands clients dans l'offre française et dans l'offre en fait des startups et des PME françaises, parce que c'est plus facile de faire confiance aux GAFAM que de faire confiance en fait à la nouvelle entreprise qui arrive. Des programmes, il existe des programmes, c'est vrai Delphine, et la France, mais des programmes qui soient adaptés et qui fassent aussi confiance à ces acteurs de la nouvelle frontière numérique. Vous voulez dire qu'ils n'aillent pas toujours, qu'ils finissent pas toujours dans les mêmes poches, quoi. C'est ça. Qui soit plus orienté vers l'écosystème en tout cas, ça doit être une clé de décision. D'une taille intermédiaire plutôt que. Mon opinion, c'est que ça doit être une clé de Ouais. décision pour les clients. Merci beaucoup à tous les trois. Donc Alexandre Zapolski qui a bien participé à ce Tech Talk, Philippe Charpentier, NetApp France et Christophe Le Sur de Cloud Temple. À suivre, on fait une petite pause et ensuite on se retrouve pour parler crypto.